Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu de ce jeudi 13 mars. Comme tous les soirs, nous allons faire un point complet sur votre actualité locale. Tout d'abord, cette information, vous l'aviez vu il y a quelques mois, le 1er novembre dernier, le gouvernement a mis en place une trêve hivernale pour les fournisseurs de gaz et d'électricité à l'image de celle que connaît le secteur du logement. Il n'avait donc pas le droit de priver d'énergie les mauvais payeurs jusqu'au 15 mars. Mais voilà, la date approche et la CGT alerte sur la reprise des coupures. Cela fait quelques mois que la liste des foyers concernés s'accumule. Cela avoisinerait 600 000 selon leurs sources. Pour le secrétaire général de la CGT Énergie de Bagneux, la situation est critique, ce qui n'est pas le cas de RDF qui se veut plus rassurant. Dans 3 situations sur 4, on trouve des solutions palliatives à la coupure pour impayé, c'est en général un accompagnement du foyer qui en a besoin. Un accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en rapport avec le CCAS de la commune, on peut les mettre en rapport avec le conseil général qui gère le fonds de solidarité logement. Donc on a mis en place des dispositifs avec les fournisseurs. Lorsqu'un technicien de RDF va procéder à la coupure qui est demandée par un fournisseur, il a une hotline. Et il peut appeler cette hotline pour signaler une situation de précarité qui n'avait pas été détectée par les fournisseurs en amont. Et donc à ce moment-là, nous ne procédons pas à la coupure. Près de Rambouillet, l'hôpital pédiatrique de Bullion accueille des enfants et adolescents atteints de pathologies lourdes pour de longs séjours. Il y a un peu moins d'un an, une maison d'éducation thérapeutique a ouvert ses portes. Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude y ont rencontré de jeunes adolescents atteints d'obésité lors d'un atelier diététique. Et voilà, quand je vais manger, je vais penser à toi. Arrête, hamburger, frites. À l'hôpital pédiatrique de Bullion, Mohamed Amin savoure déjà le menu qu'il a préparé avec ses camarades. Un menu qu'ils ont choisi ensemble et qu'ils ont cuisiné maison. Lors d'un séjour de 3 mois minimum, ces enfants obèses reprennent goût au sport et lors de cet atelier, ils reviennent sur les fondamentaux d'un repas équilibré. On apprend à savoir manger les quantités, qu'est-ce qu'on doit mettre par exemple dans notre repas comme les féculents, les légumes. Ça nous apprend qu'on peut se faire plaisir en mangeant ce qu'on veut, qu'il suffit juste d'équilibrer, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, qu'on a choisi ensemble, qu'est-ce qu'on voulait faire et tout, et qu'on puisse se faire plaisir tout en mangeant normalement, équilibré. Cet atelier diététique fait partie des nombreux soins proposés au sein de la maison d'éducation thérapeutique. Une maison inaugurée il y a un peu moins d'un an et financée en grande partie par le ministère de la Santé. Pour les enfants, c'est en quelque sorte une zone intermédiaire entre l'hôpital et la maison. L'idée, c'est effectivement d'éduquer les parents et l'enfant sur les soins, sur les gestes, de manière à ce que l'on favorise alors soit le retour à domicile, soit des séjours, des permissions qui permettent à l'enfant de se réintégrer, de reprendre un peu une vie dans son milieu social, familial, avec ses copains, etc. L'éducation thérapeutique a la particularité de s'orienter vraiment sur le patient dans son environnement socio-familial et d'intégrer donc toutes ses composantes et de faire vraiment une éducation personnalisée. À la sortie de cette maison, l'objectif est donc de rendre l'enfant et ses parents les plus autonomes possibles dans la gestion de la maladie. Pour la plupart des patients, il s'agit de pathologies lourdes, telles que des maladies chroniques, des maladies rares, des cancers ou encore des grands brûlés. L'hôpital de Bullion accueille environ 130 enfants. Ce samedi, vous allez pouvoir vous envoler virtuellement dans les airs aux commandes d'un avion de tourisme ou plutôt d'un simulateur lors de la première édition des samedis de la simulation à Guyancourt dans les locaux d'Envolsim. Et le président d'Envolsim est présent ce soir, Arnaud Manzano. Bonsoir à vous. Vous êtes accompagné de Jean-Louis Richon, responsable communication VAT France, qui seront aussi évidemment les membres de VAT France qui seront présents pour faire du contrôle aérien. Bonsoir à vous. Tout d'abord, première question, à qui s'adresse déjà ce type de simulateur qu'on va pouvoir découvrir ce samedi? Ça s'adresse à tous. Alors après, on peut catégoriser les gens à qui ça s'adresse. Le scope en fait va du pilote confirmé qui vole en réel et qui a envie de se dérouiller sur un simulateur avant de se lancer en vrai, jusqu'au novice curieux, un peu passionné, qui a envie de se tester sur l'activité ou de faire une activité de pilotage juste une fois pour voir. Oui, justement, on pense tout de suite aux novices qui ont envie de découvrir un petit peu, mais est-ce que ça peut être aussi un entraînement pour un pilote chevronné qui veut peut-être aussi perfectionner et non pas seulement se remettre en mémoire? Oui, tout à fait. Vous pouvez tester des choses que vous n'oserez pas forcément tester en réel.
Donc des conditions météo peut-être un petit peu dégradées ou des petits problèmes mécaniques qui peuvent survenir et donc générer des procédures d'urgence que vous n'avez pas l'occasion de faire en vrai. Alors le simulateur que vous possédez à Guyancourt est assez unique, je crois, dans sa prouesse technique, en tout cas dans son installation. Lorsqu'on est installé aux commandes, est-ce qu'on ressent les mêmes sensations, ou presque, que dans les airs ? La grosse plus-value que propose notre simulateur, c'est qu'il bouge. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez imprimer sur les commandes, le manche à balai ou les pédales, vous allez sentir la cabine bouger à gauche, à droite, monter, descendre, etc. Et c'est vrai que ça restitue les sensations quand on reste dans un domaine de vol normal, évidemment, pas quand on s'amuse à faire de la voltige ou autre, mais quand on vole de manière normale, on ressent des sensations quasi identiques à celles qu'on sentirait dans un véritable appareil. Et est-ce que c'est possible, à travers un simulateur, de retranscrire, par exemple, une averse, un orage, un scénario de vol précis, je ne sais pas, je veux partir à Pointe-à-Pitre. Est-ce que c'est possible tout ça ? Absolument, on peut vous faire partir d'où vous voulez, principalement en France métropolitaine ou dans les dom-toms ou même ailleurs dans le monde en fonction de ce que vous avez envie. On peut vous faire un scénario normal, plein beau temps, grand soleil, ciel bleu, ou vous faire un scénario catastrophe avec un orage subi, du vent de travers et puis un moteur qui a dératé, des choses comme ça. C'est vraiment à la carte, on en discute avant de faire le vol. Si vous avez des idées, on les prend en compte. Et si vous n'avez pas d'idées, on vous en suggère et on en discute. On peut créer une panne, par exemple, sur un avion. C'est peut-être très utile pour un pilote chevronné qui voudrait s'essayer. Voilà, absolument. Générer un incident technique qui peut vous obliger soit à vous dérouter, soit à vous poser dans un champ, sans vous prévenir de quand elle arrive, pour vraiment vous prendre au dépourvu et générer la situation d'urgence comme si vous étiez en réel. Et au bout de combien de temps peut-on maîtriser un simulateur, en tout cas peut-être être indépendant dans l'ère virtuelle ? Ça dépend donc de ce que vous l'avez souligné, de ce que vous entendez par maîtriser. Mais disons que pour être suffisamment indépendant pour y prendre du plaisir et faire des choses intéressantes, 4 à 5 heures de vol sur simulateur sont largement suffisantes. Je le disais tout à l'heure, au cours de cette journée, les ingrédients aériens, si j'ose dire, vont être réunis puisque des contrôleurs de VAT France seront présents. Quel est votre rôle donc vous allez opérer notamment la liaison radio, c'est ça ? Eh bien, le VAT France, en fait, est un groupe qui est une filiale d'un groupe mondial qui s'appelle VATSIM et qui fait du contrôle aérien, de la simulation de contrôle aérien sur la région France. C'est-à-dire qu'on ajoute au réalisme du simulateur le réalisme d'un contrôle aérien auquel le pilote se réfère et doit s'exécuter et doit obéir. Donc nous sommes un groupe de 150 personnes qui nous relayons en fonction des délais, des dates, etc. et des périodes, de manière à assurer le contrôle aérien et les différents postes du contrôle aérien. Par exemple, lorsque nous serons samedi ensemble, nous avons prévu d'être sur Toulouse. Et sur Toulouse, nous avons prévu une position ground, enfin sol pour les Français, une position tour et une position approche, de manière à ce que le pilote qui décolle demande au sol sa clairance et guidé au sol pour aller jusqu'à la piste, une position tour qui donnera l'autorisation de décollage et qui suivra le pilote jusqu'à 2-3 km après la piste, et une position approche ou départ qui reprendra le pilote en charge pour faire un circuit de piste ou plus important. En fin de compte, vous êtes un petit peu le premier contact du pilote au sol, c'est un peu ça ? On est si vous voulez, quand on fait de la simulation aérienne, enfin quand on fait de l'aviation, on ne s'assied pas dans son avion et on n'appuie pas sur le démarreur pour décoller. Il y a un certain nombre de procédures à suivre. Alors il y a des procédures techniques, ça c'est le simulateur de vol, et puis il y a des procédures de contrôle, c'est-à-dire que le pilote il n'est pas lâché tout seul dans la plaine, il suit un certain nombre de règles. Il suit les règles du VFR si c'est du vol en visuel, il suit des règles en IFR si c'est du vol non visuel. D'accord. Donc un pilote n'est jamais lâché dans la plaine tout seul, sauf cas particulier. Un pilote est toujours sous le contrôle d'un contrôle aérien. C'est très bien ce que vous dites, parce que je vais rebondir. L'actualité brûlante au niveau de l'aviation est ce fameux vol de la compagnie malaisienne qui s'est volatilisé avec à son bord quand même 239 personnes. Comment est-ce possible alors qu'on puisse perdre la trace
d'un avion dans les airs? Écoutez, c'est déjà c'est un accident très triste, d'une part. Bon, ensuite, si vous voulez, nous sommes des amateurs, même si on essaye de faire la devise de VATSIM et de VAT-France, c'est aussi réel que possible. Même si on essaye de faire le plus réel possible, on a quand même des limites à nos compétences. Et moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup de commentaires à vous faire là-dessus, parce qu'il y a, en plus, il s'est dit tellement de choses depuis une semaine que j'ai du mal à les retrouver. Mais est-ce que c'est possible de perdre un avion dans les airs ou pas on peut perdre un avion dans les airs s'il explose en vol. On peut perdre un avion dans les airs si volontairement un membre de l'équipage ou un brigand quelconque coupe les liaisons radio, etc. Donc tout est possible. Alors là, c'est un peu plus, ça a l'air un peu compliqué parce que l'avion a été perdu dans une zone qui est quand même sous couverture radar, d'après ce que j'ai compris. Ouais, exactement. Bon, mais alors après, pour l'instant, ça reste moi, très mystérieux. Je m'arrête là parce que j'avoue que je comprends pas très bien non plus ce qui s'est passé. Très bien. On va revenir à Guyancourt. Donc, si on veut découvrir déjà le simulateur, avant de passer dans les airs, on peut vous retrouver ce samedi à Guyancourt entre 16h et 20h dans vos locaux pour un vol à peu près d'une quinzaine de minutes, c'est ça? Il y aura des petites formules. Ça dépendra un peu de l'affluence et de comment on s'organise. Mais oui, l'idée, c'est de faire essayer au maximum de personnes possible. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce 7-8 L'Actu et puis à samedi pour tester ce simulateur. À samedi, avec plaisir. À bientôt. Après un peu plus d'un an de travaux, la piscine intercommunale du Mesnil-Saint-Denis et de la Verrière a réouvert ses portes il y a quelques jours. À 40 ans, les installations de cette piscine étaient très fatiguées, il faut le dire, et il était nécessaire de la remettre aux normes par rapport aux nouvelles réglementations en vigueur. Tout a été refait, y compris le bassin que vous voyez sur ces images. Coût de la rénovation, un peu moins de 3 millions d'euros. C'était très attendu, notamment ce qui a été difficile, c'était la fermeture. Tous les enfants attendaient. Là, il y a eu une fermeture d'1 an à peu près. Donc tout le monde attendait, les écoles et les associations aussi. Et les enfants, d'ailleurs, c'est le premier jour d'ouverture. Regardez le monde qu'on a. Par contre, ce que ça va modifier, je pense que les gens vont être plus attirés par la piscine. On a aussi des qualités en douche, en vestiaire et tout ça qui font que je pense que les gens viendront plus. Mais c'était déjà une piscine qui était très fréquentée. Et à noter que la piscine est ouverte toute la semaine, le samedi, toute la journée et le dimanche matin. De légères augmentations sur les tarifs seraient à prévoir. C'est la fin de ce 7-8 L'Actu. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil.